questions. On va faire un petit peu comme ce matin, essayer de rendre ça interactif. Voilà, donc la question, c'est vraiment tout ce qui est démocratisation de tout ce qui est de la biotech 4.0. Du coup, voilà. Et donc, vous avez vu la liste des intervenants comme ce matin. Donc, pas besoin de les représenter puisque du coup, ils vous ont fait une partie théorique, une partie très appliquée. Et puis, on a Wassim pour Gencovery qui essaye de joindre tout ça avec Constellam, ce qui est plutôt très sympathique comme aventure. Et du coup, on va essayer de poser les questions en fait, qui sont liées à tous ces usages. Donc, je vais commencer une question pour Madia, qui a vraiment une expérience donc, plutôt théorique où finalement la donnée vient peut-être en validation, une donnée qui n'est souvent pas vraiment accessible, voilà. Et pour toi, qu'est-ce que ça change, l'interconnexion des données et le fait que tu puisses avoir accès à des données en temps réel sur les matériels utilisés? Alors, du coup, j'ai présenté... Ça marche? Non. Si, ça marche? Alors, comme j'avais dit, j'ai un peu présenté toutes les facettes de l'automatique, mais moi, je travaille beaucoup sur la partie synthèse d'observateurs. Donc, du coup, les capteurs logiciels, eux, ils sont basés sur les données. Donc, il faut des données. On ne fait pas de la magie. S'il n'y a pas, il faut au moins quelques mesures disponibles et qui sont fiables. Et d'une manière générale, c'est là où la question se pose. Donc, du coup, une accessibilité du données, c'est clair que pour le développement des approches et pour une analyse de nos algorithmes, c'est quelque chose de primordial. Et ensuite, avoir des instruments connectés pour avoir une redondance de mesures aussi, le fait d'avoir plusieurs mesures qui sont nécessairement pas toutes avec les mêmes capteurs, mais qui donnent des informations différentes sur la même, on va dire, sur le même phénomène physique ou physico-chimique, ça permet tout le temps d'avoir une validation des approches un peu plus précises. Et les performances de contrôleurs, ils seront que meilleures. En tous les cas, pour nous, ça change la donne de se rapprocher vers quelque chose de réel au lieu de faire de la simulation. Il ne faut pas oublier que dans le milieu académique, on fait de la théorie, c'est clair, mais on ne reste pas là parce qu'à un moment donné, il faut quand même valider. Donc, on passe à quelque chose de la simulation. Donc, on a des benchmarks, c'est une validation comme une autre, mais c'est jamais confronté au vrai problème d'un instrument parce que quand la mesure arrive, il arrive avec un bruit, avec des incertitudes, etc. Donc, c'est clair que nous, on est preneurs à tout ce qui est des datas disponibles. C'est clair. Alors, ce qui est étonnant, c'est que nous, moi, je viens plutôt du labo, donc on le voit souvent du côté biologie où on a plutôt beaucoup de données et c'est le côté théorique où on pêche, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Là, c'est là que les outils comme ceux d'Adama peuvent améliorer les choses. Mais c'est vrai que c'est rare qu'on ait le côté inverse. Et du coup, c'est super intéressant de voir ton expérience avec tout ce que ça peut changer sur ton approche, en fait, d'avoir en temps réel quelque chose. Voilà. Oui, et surtout qu'ils soient structurés, parce qu'on peut avoir des datas, mais il faut que ces datas-là soient bien structurées, parce que ce n'est pas notre travail à nous. Même si on a des datas, s'il n'y a pas l'expertise derrière qui va pouvoir les structurer, les rendre un peu plus, on va dire, documentés, organisés, ils ne serviront pas grand-chose. Donc c'est clair qu'un outil comme ça peut être qu'un plus. Et donc du coup, j'ai vu des sourires dans l'assistance parce qu'on reboucle en fait sur plein de questions sur la structuration des données qu'on a aussi vu ce matin. C'est vraiment clé, c'est cœur et on le voit de tous les côtés en fait. Et je sais que c'est aussi c'est aussi souvent des frustrations du côté des personnes qui développent les modèles de ne pas pouvoir les utiliser à la puissance qui serait possible parce qu'il manque
un petit quelque chose, parce qu'elles ne sont pas rangées au bon endroit, parce qu'on les a perdues au cours des ateliers. Et donc, c'est vraiment important en fait, d'avoir ce message qui, pour travailler ensemble, il va falloir structurer toutes ces données au centre. Voilà. Du coup, on en revient, on est parfaitement sur la deuxième question, hein, c'est l'impact de la structuration précoce dès le début sur l'usage des données. Donc vous êtes au démarrage en fait sur ces projets, mais tu peux nous dire un petit peu ce que tu en penses et ce que vous espérez, on va dire, de cette structuration. Oui, en fait, nous, du coup, effectivement, si on a été chercher justement les compétences aussi, parce qu'on déjà, on ne les a pas, et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est quand même une petite équipe, donc on a besoin aussi de comprendre aussi qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui ne l'est pas, parce que ça dépend aussi de ce qu'on disait. S'il y a des... Quand on va commencer, nous, en tant que biologistes, on va commencer à décrire une manip. Enfin, on va relever les paramètres, mais il y a certaines données qui vont nous paraître tellement simples, pas simples, mais évidentes, en fait, que du coup, on ne va pas penser à les rentrer et à les documenter. Alors que finalement, ça a beaucoup de sens pour, déjà, se retrouver dans l'analyse qui a été faite, et puis le paramètre aussi qui est important. Donc là, nous, à la base, en fait, quand on a commencé à échanger là, avec Adama, sur ces métadonnées aussi, pour pouvoir rentrer déjà, quand on construit notre digital bank qui est en cours, on va dire, il me faut un certain nombre de paramètres à la base, et il faut que j'arrive à les relier à ces fichiers-là, puisque on va passer à l'échelle R&D. Après de l'échelle R&D, bien sûr, la souche va monter progressivement en étapes de scale-up et de production. Donc il faut qu'il y ait ce lien-là qui soit fait à la base et que ça soit quelque part une sorte de, je sais pas comment on appelle, une sorte de mapping process qui permet de dire ok, je démarre de là et puis progressivement je vais monter en fait. Voilà. Donc ça c'est très important. Ouais. Et ça se fait conjointement parce qu'en fait avec la vision biologiste peut-être il y a des choses qu'on oublie. Donc c'est conjointement sur la fédération de données et sur on anticipe sur la création des modèles ou est-ce que c'est un ping-pong? Est-ce que c'est... Je pense que ça sera un ping-pong aussi parce que pour avoir échangé, pas dans Greencell, mais j'étais auparavant dans d'autres structures où on avait justement des data scientists. Quand on discute avec eux, on n'a pas on n'a pas la même vision quelque part. On est complémentaires, bien sûr. Mais par contre, dans ce ping-pong-là, en fait, il faut effectivement écouter l'autre et voilà, et puis comprendre en fait c'est quoi ces requêtes, parce que voilà, nous on a l'impression que on va dire non, ça va pas servir, pourquoi je vais noter ça me rajoute une colonne dans mon tableau. Si tous on a des tableaux Excel, à un moment donné, tableau Excel il fait 300 colonnes, j'exagère peut-être, mais c'est pas, non, j'exagère pas apparemment, il y a bien des colonnes, voilà, 300 colonnes, donc du coup, pour nous, c'est... Ce qui, en général, c'est chronophage, en fait. Oui, ouais. C'est chronophage, et c'est le rêve du data scientist. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Oui, il manque de data, de toute manière, là, les réunions qu'on a fait avec Thibaut, lui, il est voilà, friand de toutes les données, tout, nous on a dit, ok, on va t'alimenter, on te donnera des fichiers, et puis c'est vrai que, voilà, on le sent, ça, ouais. Voilà, et du coup, Wassim, tu peux peut-être compléter un petit peu, parce que finalement, avec Constella, vous vous placez entre les deux pour améliorer l'interface, le ping-pong, que ça aille le plus vite possible, c'est ça? Oui, c'est ça, on propose des outils justement structurants. On parlait de structuration précoce des données pour les utiliser de manière le plus efficiente pour après construire des modèles et utiliser ces données de manière efficiente après pour les souches notamment que tu construis, Assia, dans ta banque de données. Donc là, on intervient notamment sur cette partie-là par rapport à la Smart Data Hub, notamment dont Florent a parlé ce matin, et qui est vraiment un enjeu hyper stratégique pour utiliser ces données de manière efficiente. Et si on regarde le lien entre la structuration précoce des données et en particulier la bioproduction, là, ça devient essentiel, notamment pour faire du suivi en temps réel, pouvoir analyser des données haut débit, en continu, en temps réel, pour faire du suivi en temps réel et du contrôle en temps réel, pour anticiper des pannes, optimiser des productions. Et surtout aussi peut-être pour requêter, parce que si on a besoin justement de revenir sur des choses, si on veut trier, filtrer, si on n'a pas rentré les choses de la bonne façon, c'est très difficile en fait derrière d'aller trier et récupérer un set de data. Donc ça c'est important à la base. Donc
Oui, et si on veut utiliser des algos notamment d'intelligence artificielle pour suivre les bioprocédés, il faut que les données d'entrée de ces algorithmes soient de bonne qualité. Et si elles ne sont pas de suffisamment bonne qualité, on ne pourra pas les utiliser pour entraîner ces algos d'IA, d'où la nécessité de structurer ces données de manière précoce avant notamment de les utiliser dans ces algos d'IA de suivi de bioprocédés, par exemple. Et Assia, du coup, là, on voit quand même que ça fait un surcoût ou un surtravail au démarrage. Vous y croyez quand même, et je pense qu'il y a une raison, en fait, vous pensez y gagner sur la suite. Est-ce que tu peux commenter sur ces... Oui, je pense que si on n'y croyait pas, on n'y serait pas, ça c'est sûr. Donc c'est sûr, moi j'y crois dans le sens où... Enfin, aujourd'hui, c'est peut-être, ça va nous demander effectivement, bon, déjà pour la société, un investissement aussi, mais par contre, c'est du temps et c'est de l'argent qu'on va économiser à l'avenir, parce qu'on pourra effectivement, valoriser donc le temps qu'on aura passé. Et puis pour nous aujourd'hui, c'est un virage qu'il faut qu'on prenne en fait. Voilà. Mais concrètement, du coup, vous pensez que vous aurez des gains de temps, d'utilisation de matériaux, etc. C'est ça ? Oui, parce que de toute manière, là, tout à l'heure, le cas que j'ai pris là pour la R&D, on l'a vu tout de suite, en fait, dès qu'on a eu, en fait, avant qu'on fasse l'acquisition de l'équipement qui fait du haut débit, on a fait une période de test. Et en fait, quand on a fait une période de test, au début, bon, on était content parce que l'appareil permet de faire beaucoup de screening, beaucoup de choses. Et puis, on arrive à... Ça, je regarde mon collègue, on arrive devant le résultat et puis on dit, bon, et maintenant ? Et c'est là qu'on dit, ah oui, bon là, on a un gros goulot d'étranglement. Donc, on a intérêt d'anticiper et puis d'investir justement dans cette digital bank pour pouvoir gagner dans l'analyse et l'interprétation. Voilà. Donc, c'est sûr que pour nous, aujourd'hui, bon, c'est un investissement, mais par contre, qui sera... amorti dans les mois, ou les années à venir. J'espère dans les mois à venir, oui. C'est ça. Juste pour rajouter quelque chose, plutôt du côté, moi qui viens de l'académique, alors la disponibilité de ces données, elle va permettre une chose qui est très importante, c'est que quand on développe une théorie, au lieu d'aller aller chercher une plateforme, faire des manips assez simples, des cas d'études assez simplifiés, si les données sont disponibles, ce genre de plateforme est disponible, ça agrandit en fait le champ d'application et ça permet de faire encore plus du gain du temps, pour revenir au gain du temps, et aussi de l'expertise qu'il ne faut pas aller chercher un peu partout. Tout sera disponible, bien structuré, bien documenté, et donc ça permet en fait de faire avancer les choses un peu plus rapidement que d'habitude. Et du coup, on peut en rebondir sur la valorisation qu'un laboratoire académique peut faire par rapport à ça. Tu peux nous en parler peut-être un petit peu de ce que vous avez fait sur le... Alors, c'est toujours très intéressant de passer de la théorie vers la pratique. Ça, c'était... Ok, c'est assez stimulant de mettre des choses sur papier, de développer des théories, mais on sait tous que le passage sur la réalité, c'est toujours pas aussi simple que imaginer. Hein. Donc du coup, la valorisation de nos méthodes qu'on a mis en place avec le projet Jean Cauvry, c'était assez satisfaisant, et dans le sens où avec la biologie, on s'est rendu compte que c'est quand même un milieu très capricieux et puis pas très, on va dire, c'est pas le plus simple comme faire de la mécanique. On est habitué à faire des essais avec la mécanique qui est quand même assez, on va dire, assez prévisible, à tout ce qu'on peut, un peu de jeu, un peu de frottement, etc. C'est assez connu, mais avec la biologie, c'est un peu compliqué. Et du coup, le fait de voir nos approches, marcher, fonctionner sur du vivant, c'était quelque chose, un aboutissement. C'est pas fini parce que c'était un cas d'étude. Pour nous, c'était intéressant. Après, pour un industriel, peut-être il faut aller un peu plus loin sur des cas un peu plus complexes. Mais c'était déjà un très bon début de notre côté. Voilà. Donc là, il y a vraiment une vraie confrontation avec la réalité qui est plus complexe encore que... du coup, il va y avoir des équations encore plus complexes. Il y a un modèle, j'avais eu les consignes de ne pas faire complexe. Donc du coup, je suis partie sur...
on va dire, les principes. Pas nécessairement, c'est pas très intéressant de rentrer dans les équations, et de toute façon, les systèmes changent, les équations changeront aussi, mais ça reste, voilà, ça reste des modèles pas nécessairement très complexes, mais ils peuvent l'être. C'est pas ça le plus compliqué. Dès qu'on met en place un modèle, après, ce qui est intéressant, c'est cette façon de pouvoir, on va dire, extrapoler vers quelque chose le plus générique possible. Ça sera pas, c'est pas clé en main, mais c'est presque. Donc on est parti dans ce sens-là, et pour voir les choses fonctionner du début jusqu'à la fin, il fallait commencer par quelque chose qu'on maîtrise, où on a des retours des experts qui connaissent bien et qui vont me dire « Ah oui, ça fonctionne pas, là, c'est pas vraiment cohérent par rapport à la réalité, etc. » Donc du coup, c'était un vrai travail expérimental. Et comme on disait tout à l'heure, il y a toujours un ping-pong entre ceux qui mettent les choses au début. Et puis, nous, on avait quelqu'un qui faisait des expériences, qui c'est son domaine. Voilà, et donc il y avait des plans d'expérience qui étaient... donc c'est nous qui demandons, voilà, ça c'est les variables qui nous intéressent, ça c'est le plan d'expérience à mettre en place pour qu'on puisse voir ce qu'on cherche à voir, parce qu'il y a des paramètres, et justement c'était les questions qui se posaient avec l'ingénieur qui faisait les manips. Non, mais ça c'est pas important, non, mais ça c'est... Mais nous on disait, mais non, ça, c'est important, c'est pas important pour un biologiste, mais c'est important dans la phase de modélisation, c'est important pour pouvoir prédire des choses. Donc, je pense que sans avoir quelqu'un, on va dire, qui a les deux facettes, un peu les connaissances des deux côtés pour faire l'interface, c'est entre les données, juste avoir les données et avoir l'autre personne de l'autre côté, le biologiste et l'autre personne, c'est un peu compliqué. Donc, avoir des gens comme... Wassim et Adama, qui ont cette double un peu casquette, ça rend les choses un peu plus simples, je pense. Oui, et puis nous, ça nous a beaucoup apporté en termes de transfert de compétences aussi, parce que c'était un travail de co-développement de cette brique de contrôle des bioprocédés. Donc on a bénéficié aussi de ce transfert de compétences de la part du LAGEP, et voilà, dans l'élaboration de ces briques un peu génériques de contrôle qu'on va pouvoir après, par la suite... dans GenCovery, les réutiliser pour les appliquer à d'autres souches, d'autres cas industriels. Voilà, donc s'il y a des industriels qui sont intéressés aux étapes voilà, ultérieures, exactement. Et je pense que la plateforme est une forme de facilitation. Oui, il y a un gros travail de transfert de la technologie de la plateforme. Il y a un recrutement qu'on vient de faire aussi avec Thibaut. Tarek et Thibaut. Des mathématiciens qui se suivent. L'idée, c'est de vraiment venir implémenter ces outils de reinforcement learning en particulier pour faire du contrôle. Il y a déjà un début d'implémentation de ces outils avec le LAGEP pour inférer les stratégies de contrôle. Puis là, on voudrait aller un peu plus loin pour utiliser ces outils donc, de deep learning pour aller un peu plus loin dans la construction du modèle en lui-même, au-delà de la stratégie de contrôle. Donc on voit vraiment bien là tous les enjeux d'arriver à se parler, en fait. C'est une forme de démocratisation encore donc, de la biotech. Est-ce que, j'ai l'impression que vous êtes tous convaincus que c'est vraiment un vrai levier fort pour l'innovation. Oui. Ah oui, c'est sûr. C'est en fait, de toute manière, moi je le vois sur ce projet-là parce que bon, tout à l'heure, quand on parlait du ping-pong, et puis moi je voyais Thibaut et Mathieu dans mon équipe. En fait, dans les échanges qu'on a, on voit aussi peut-être mathématiciens qui voient effectivement les choses différentes. Nous, notre œil de biologiste, et puis même avec les équipes de BioEster, quand on a défini aussi les plans d'expérience, on ne comprenait pas des expériences que Thibaut voulait qu'on fasse et puis que nous, on était en train de dire. Par contre, ça peut être aussi, comme lui, il vient avec un œil qui est complètement, novice en fait dans le domaine. On n'est pas à l'abri aussi de trouver autre chose. Donc du coup, ça peut être un levier aussi d'innovation. Parce que nous, on est peut-être un peu, on connaît quelque part nos souches, on sait quelles sont les conditions optimales, etc. Alors que là, on peut avoir en fait un regard complètement neuf. Et du coup, ça peut générer aussi de l'innovation.
sans parler bien sûr du temps aussi qui est économisé aussi. Oui, on sait que la diversité des regards, de toute façon, est un levier en soi d'innovation. Wassim, tu voulais rajouter quelque chose sur ce... Vous y croyez au levier d'innovation, puisque vous êtes en plein dedans. C'est comme ça que vous avez construit Gencovery, je pense. Mais... Oui, bien sûr. Nous, on a vraiment une stratégie donc d'avoir un écosystème numérique global. Donc le caractère global pour nous est hyper important pour pouvoir vraiment faire un effet de levier d'innovation, avoir un levier d'innovation important, écosystème numérique global, qui puisse être pris en main par le biologiste lambda. Aussi cette notion d'augmenter le chercheur lambda pour qu'il puisse maîtriser ces technologies digitales. Et qui puisse se poser donc des nouvelles questions. Et donc se poser des nouvelles questions. Donc effectivement, comme disait Assia, d'avoir des nouvelles idées et d'y pouvoir innover parce qu'il a une vue plus globale de la question qui est traitée. Alors moi j'ai une question par rapport à ça parce que souvent j'ai des retours sur la peur du mésusage. Vraiment. Vous mettez un outil super puissant et parfois vous avez des gens en face qui connaissent pas vraiment ou qui vont peut-être pas choisir le bon modèle, pas prendre. Est-ce que c'est un risque que vous comprenez ou voilà, et qui vous embête ou alors voilà, vous passez outre? Moi, je suis du genre, tant pis. Quelque part, peut-être qu'il y aura un mésusage, mais s'il y a un bon usage, ça va contrebalancer en termes d'innovation le mésusage. Je ne sais pas. Voilà, c'est une question ouverte. Oui, c'est un risque qu'on avait identifié au départ, donc d'où le fait qu'on essaye d'avoir une plateforme qui soit le plus accessible possible, centrée autour de l'utilisateur et d'avoir une documentation la plus complète. Parler de Constelab Community avec Jonathan, notamment pour que vraiment les gens puissent s'approprier tous les outils de Constelab. Puis derrière, on a une équipe d'experts au sein de Gencovery qui est là aussi en soutien, en support. Qui sont là pour répondre, en fait. Voilà. Mais le but, c'est vraiment que le biologiste puisse devenir autonome, in fine, dans l'utilisation de ces outils. Et ça, voilà. J'apprécie avec ma casquette de transformation digitale. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la salle qui ont des questions à poser sur ces sujets-là ou peut-être des commentaires aussi avec vos propres expériences? J'ai une petite question, peut-être pour Gencovery en soi ou pour les personnes sur la table ronde. C'est par rapport les retours sur investissement. Parce qu'à chaque fois, on doit se battre un peu avec les finances pour qu'ils mettent de l'argent pour investir sur ces genres d'outils. Et c'est une genre de question qui me pose suivant. Donc, on peut expliquer, blablabla, blablabla, mais les gens de finance et les achats, les business, ils veulent voir des datas concrets, des vraies datas sur pour combien d'euros investis dans un outil digital. C'est quoi notre retour sur investissement? Donc peut-être que vous n'avez pas la réponse maintenant, mais ça m'intéresserait à avoir un peu votre point de vue par rapport à ça. Vas-y. Concernant Gencovery, non, là je reprends ce que disait Adama par rapport à la proposition de valeur en introduction. Donc on pense qu'on va accélérer d'un facteur 6 la R&D, justement dans les sciences de la vie. Donc voilà, ça c'est les premiers retours d'expérience qu'on a qui nous font dire qu'on va avoir cette accélération. Oui, et c'est vrai que le calcul du ROI est toujours, comme disait Florent, il incombe peut-être à l'entreprise de calculer le ROI. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est le fait de venir rationaliser finalement la R&D. Et qu'aujourd'hui, une entreprise qui va se créer, qui doit mettre en place toute sa R&D numérique, j'en parlais tout à l'heure, là, c'est compliqué. Bon, Xavier n'est pas là, à BioAster, les coûts sont vraiment exorbitants. Et, voilà. Et aujourd'hui, si une entreprise doit tout mettre ça en place, la partie déploiement dans le cloud des données, traçabilité des expériences, plateforme numérique, c'est très compliqué. Et après, il y a le support derrière. Donc, au-delà de cela, ce n'est pas une question aussi de coût, c'est une question aussi de, comme disait Assia, on génère beaucoup de données et finalement, on veut en faire un asset stratégique important. Et j'étais impliqué dans beaucoup de projets industriels, notamment chez Danone, faire des banques de souches comme ça, c'est important. Mais comment est-ce qu'on les numérise aujourd'hui? Comment est-ce qu'on les stocke pour qu'on puisse après
aller faire de faire l'innovation en continu. Donc la notion du ROI aujourd'hui est quand même beaucoup plus complexe à calculer. Je pense elle incombe un peu à l'entreprise de le faire, mais aujourd'hui il y a un vrai enjeu stratégique à le faire pour une entreprise, pour ne pas perdre du temps plus tard dans sa capacité à exploiter les données. Alors nous, aujourd'hui, on n'a pas encore de retour d'expérience puisqu'on démarre que. Voilà. Donc je ne pourrais pas vous dire. Bon, en tout cas, j'espère bien que voilà, les investissements qu'on a faits, donc voilà, qui seront bien au rendez-vous. Et à côté de ça, donc il y a quelque chose qu'il avait dit ce matin, Xavier, que j'ai bien apprécié, c'est que, enfin, il disait, enfin, je ne vais pas pouvoir reprendre réellement sa phrase, mais il disait que voilà, il faut aussi que les chercheurs soient dans leur expertise, c'est-à-dire dans l'analyse, dans l'interprétation, dans le vraiment côté recherche, qui sortent un peu aussi de ce côté-là lourdin, quelque part, du data management. Où du coup, là, si je suis là à tracer mes fichiers, à dire, OK, c'est comme ça, ou je ne sais pas. En fait, du coup, moi, je le vois aussi dans ce gain de temps que je vais pouvoir libérer à nos chercheurs pour qu'ils puissent être plutôt dans leur expertise à eux, plus qu'à être dans je compile les données, voilà, c'est plutôt ça, moi je le vois plutôt enfin aujourd'hui, mais après j'espère que effectivement avec le temps et ce qu'on est en train de développer avec Adama, que par la suite ça sera au contraire, enfin aussi bien, enfin ce côté-là, parce que c'est la première brique, mais après donc de gagner aussi en analyse beaucoup plus importante, du deep learning aussi, du genome mining, j'espère aussi dans certaines de nos souches, donc pour pouvoir aller au-delà aussi et trouver ce levier aussi d'innovation pour le mobiliser. Voilà. Alors, je peux peut-être compléter avec le côté Bayer. Vous l'avez vu avec la présentation de ce matin, en fait, la question de si on y va ou si on n'y va pas, elle ne se pose pas. Donc, je pense que pour une petite entreprise, clairement, ça peut se poser, mais avec le risque de se faire dépasser, en fait, et de rester sur le carreau, en fait, en n'ayant pas pris la mesure du changement. Le moment où on prend conscience de ce changement peut avoir un rôle, et peut-être que c'est plus simple de démarrer maintenant avec Gencovery et une plateforme déjà conçue que d'avoir démarré il y a 3 ans en se disant je vais construire ma propre plateforme. Donc il y a ces questions-là qui finalement vont se dire oh, ben, là on est à un niveau de maturité qui me semble quand même est plutôt sympathique, qui peut être ennuyeux si on a démarré avant parce qu'on a déjà fait plein d'investissements sur lesquels il faut le ROI. L'autre point qui pour moi est vraiment important, c'est aussi mesurer l'innovation, c'est compliqué. Je le vois avec, si on mesure finalement combien on va avoir de molécules successful sur le marché. Nous, c'est des développements qui durent 12 ans. C'est énorme. Et est-ce qu'on mesure vraiment la capacité d'une personne à faire de l'innovation? C'est des KPI qui sont très, très compliqués au niveau mesure. Et on vient avec l'AI en disant OK, on va augmenter ta capacité. Mais en fait, on ne sait pas à quoi on se benchmark. En fait. Et on est très dur avec l'IA parce que tu vois, ça n'a encore pas marché. Oui, peut-être comme la dernière fois de l'humain qui lui a fait son expérience et puis on ne lui a pas reproché de l'avoir fait puisque c'est son travail de le faire. Donc, je trouve que ces ROI, il faut quand même les benchmarker avec la réalité terrain de ce qui se passe, combien de souches on va devoir screener. Peut-être que si on diminue le temps de screen pour trouver la bonne, c'est déjà énorme en ROI et on ne le mesure pas suffisamment. Ou on n'a peut-être pas les bonnes mesures. Et voilà. Et du coup, comme je suis en transfo digital, moi, les KPI, c'est Keep People Inspired. Donc, c'est vraiment... Il y a un rôle aussi de venir le matin et d'être super motivé sur ce qu'on fait. En tout cas, avec les sujets qu'on aborde aujourd'hui, c'est top, quoi. Enfin, moi, ça m'inspire, ça me fait vraiment grandir et ça me donne envie d'aller encore plus loin. Donc voilà, un autre point à rajouter d'un côté ou de l'autre de la table ronde sur... Je pense que le mot de la fin, il est pas mal, inspirant. Voilà, c'est parfait. Alors, restez inspirés, voilà. Inspirés pour la suite. Et puis, on était ravis de passer ce moment avec vous. Je ne sais pas si le dernier... Oui, on avait prévu un dernier intervenant qui ne pourra pas être là. Donc, du coup, on rattrape quand même un peu l'heure.
Mhm. Donc, voilà. Et du coup, bah, c'est le mot de la fin peut-être pour toi, Dama Oui, bon, merci encore d'être venu, d'être là. Et c'est vrai qu'on a commencé l'aventure il y a 3 ans, hein, avec, comme je dis, c'est toujours une belle aventure. C'est d'abord une aventure humaine, hein, parce qu'il faut y croire. On a posé les bases dès le départ, hein, avec la conviction qu'il fallait arriver avec des solutions innovantes, hein, pour adresser ces problématiques d'aujourd'hui et même de demain. Donc même s'il y a 3 ans, c'était compliqué, aujourd'hui, on va dire on a convaincu plusieurs acteurs en fait, de l'écosystème, et on est même contacté pour notre spécificité, ce qui est plutôt très bien. Et puis avant tout, c'est un travail, je pense, d'équipe, hein, donc merci à toute l'équipe, de nos partenaires. Tout le monde s'est motivé pour être là. Mathieu qui est arrivé de Toulouse, c'est ça, oui. Jessica, et donc voilà. Donc, je vous remercie beaucoup, et puis... Au prochain Constellab, l'année prochaine. Au prochain Constellab, deuxième mardi de septembre 2024.